bonjour, je continue mon cours de physiologie de la reproduction dans cette cinquième vidéo où je vais traiter ces deux volets, l'ovulation, le transport et la maturation des spermatozoïdes, puis ensuite la physiologie de la gestation. Voilà. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ovulation? Mais pour le comprendre, qu'est-ce qui se passe avant l'ovulation? Eh bien, on avait déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Avant l'ovulation, l'ovocyte reste bloqué à la deuxième division de la méiose. D'accord? Au stade ovocyte 2. Au stade ovocyte 2. Comment ça se passe? C'est qu'il y a un signal inhibiteur qui serait originaire de la thèque interne du follicule. Donc ça, c'est le follicule. D'accord? La thèque interne. Puis à l'intérieur, il y a la granulosa, ici le cumulus oophorus et ici l'ovocyte entouré par les cellules folliculaires. D'accord? Eh bien, il y a un signal inhibiteur, avant l'ovulation, il y a un signal inhibiteur qui vient de la thèque interne, qui passe dans la granulosa et la granulosa active ce signal inhibiteur et le transmet à l'ovocyte via les jonctions perméables communicantes. D'accord? Ou via le fluide folliculaire, d'accord? Et on appelle ce facteur inhibiteur l'OMI, c'est l'inhibiteur de la maturation de l'ovocyte et donc ovocytaire. Inhibiteur de la maturation ovocytaire. Ça, c'est ce qui se passe avant l'ovulation. Maintenant, lors du pic ovulatoire ou pré-ovulatoire, on appelle ça la décharge gonadotrope ovulante, c'est le pic de LH, hypophysaire. Eh bien, lors de ce pic, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce signal inhibiteur ne serait plus transmis par la granulosa. Et on assiste à un déblocage méiotique de l'ovocyte par le pic de LH. Et donc, qui dit déblocage méiotique, c'est-à-dire que la méiose va continuer. Et donc, on a la maturation de l'ovocyte en ovocyte, puis l'ovule. D'accord? Alors, lors de cette décharge ovulante, on appelle la décharge ovulante, c'est le pic de LH. D'accord? C'est lui qui provoque l'ovulation. On va voir deux volets. Le premier, c'est les remaniements. Quels sont les changements morphologiques que subit le follicule qui va ovuler? Donc, remaniement morphologique. Et par la suite, les changements physiologiques. D'accord? D'abord, les remaniements morphologiques. Qu'est-ce qui se passe au niveau du follicule? Eh bien, on a une augmentation du volume de la cavité du follicule, le volume ventral. On a la dissociation des faisceaux de collagène au niveau de la thèque externe et particulièrement au niveau de l'apex du follicule. C'est là où il va y avoir la rupture des membranes pour l'expulsion de l'ovocyte. D'accord? Et il y a le détachement des cellules de granulosa, et bien sûr, détachement des cellules de granulosa qui entourent l'ovocyte, bien sûr, et aussi au niveau de la paroi de la granulosa au niveau du follicule. La rupture de la lame basale, la désintégration de l'apex, la destruction, dégradation au niveau de l'apex du follicule et de la paroi ovarienne. Et donc, à la suite d'une augmentation, tout ça, ça se passe comment? À la suite d'une augmentation de production d'enzymes lysosomiales. Ce sont les enzymes lysosomiales, donc qui viennent du lysosome, qui permettent cette dégradation au niveau de l'apex et au niveau de la paroi ovarienne, la destruction tissulaire, donc autrement dit. Et donc, c'est là où il va y avoir l'ouverture au niveau de l'apex du follicule et bien sûr au niveau de la paroi ovarienne pour l'expulsion de l'ovocyte qui va partir au niveau du pavillon, donc au niveau du tractus génital vers l'ovaire, on a le pavillon. D'accord? Ensuite, on a la contraction du follicule, d'accord, et l'expulsion de l'ovocyte. Ça, c'était les changements morphologiques. Maintenant, les changements physiologiques. On a des remaniements, des changements au niveau de la vascularisation. Il y a une augmentation du flux sanguin au niveau de l'ovaire. L'augmentation du flux sanguin, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise l'apport de LH. Donc, il y a plus de LH qui arrive au niveau ovarien. Augmentation de la perméabilité vasculaire. Aussi, on a des activités enzymatiques qui engagent la plasmine, l'activateur du plasminogène, la collagénose.
Et donc, ces activités enzymatiques vont permettre, bien sûr, l'ouverture, particulièrement au niveau du follicule et au niveau de la paroi ovarienne, pour la libération ou l'expulsion de l'ovocyte. Et ceci est accompagné par des réactions inflammatoires qui impliquent les cytokines, les prostaglandines F2-alpha, la bradykinine, les leucotriènes et l'histamine. Alors, une fois le follicule ovule, qu'est-ce qui se passe? On assiste à un autre phénomène, c'est que ce follicule, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va se transformer en corps jaune. Le corps jaune est appelé corpus luteum. Ce phénomène de transformation du follicule ovulé en corps jaune s'appelle la lutéinisation. Et ça vient de, regardez ici au début, au niveau du terme, on a lutéinisation, ça vient de lutéum, et lutéum c'est l'appellation latine, c'est le corpus luteum, c'est le nom latin du corps jaune. Pourquoi on l'appelle corps jaune? Parce que tout simplement, eh bien, il a une couleur jaune orangée, d'accord? Les cellules, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de cette lutéinisation? Les cellules de la thèque interne du follicule qui a ovulé donnent les petites cellules du corps jaune, les petites cellules lutéales. D'accord? Et donc, ces petites cellules lutéales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sécréter la progestérone. Regardez, j'ai marqué ici PP pour que vous reteniez ça. Ce sont les petites cellules lutéales qui sécrètent la progestérone. Les cellules de la granulosa du follicule qui a ovulé se lutéinisent et se transforment en grandes cellules lutéales. Et ces grandes cellules lutéales vont sécréter les œstrogènes. Et donc, retenez que le corps jaune sécrète les deux, la progestérone et les œstrogènes. Et ce corps jaune reste fonctionnel durant le cycle, durant toute la phase lutéale, il est fonctionnel. On a vu le cycle la dernière fois, dans la vidéo précédente. Et il reste aussi fonctionnel pendant toute la durée de la gestation, parce que pendant la durée de la gestation, on aura besoin de progestérone, vous allez le voir tout à l'heure. Puis, à la fin du cycle, d'accord, et à la fin de la gestation aussi, ou au milieu de la gestation, ou au début de la gestation, ça dépend des espèces, il y a la destruction du corps jaune. Parce que chez certaines espèces, le corps jaune reste actif jusqu'à la fin de la gestation. La gestation, c'est le terme scientifique de la grossesse. On appelle la grossesse, c'est chez la femme. Et la mise bas chez les animaux. D'accord? Alors, donc, retenez pour tout de suite, la régression, c'est la lutéolyse. La régression du corps jaune, la destruction du corps jaune s'appelle la lutéolyse. D'accord? Cette lutéolyse est assurée par une prostaglandine, la PGF2-alpha. Prostaglandine F2-alpha. D'où vient cette prostaglandine? Eh bien, elle vient de l'utérus et particulièrement l'endomètre utérin. D'accord? On va voir ça, comment ça se passe, cette sécrétion et comment elle est stimulée. D'accord? Alors, la lutéolyse, elle correspond à la vasoconstriction, c'est-à-dire que pendant la lutéolyse, on a la vasoconstriction des vaisseaux sanguins qui irriguent l'ovaire, vasoconstriction des vaisseaux sanguins qui irriguent l'ovaire, on a une diminution de la stéroïdogénèse, donc la synthèse des hormones stéroïdes au niveau des petites cellules lutéales. Qu'est-ce qui sécrète les petites cellules lutéales? La progestérone. Donc, on a une diminution de synthèse de progestérone lors de la lutéolyse, parce que le corps jaune est en train de mourir, de se détruire. Donc, il n'y aura plus de sécrétion de progestérone. Et donc, il va dégénérer et mourir. Les cellules du corps jaune meurent aussi. Donc, c'est la lutéolyse. Alors maintenant, on va voir les mécanismes de cette lutéolyse. Comment elle est assurée? Eh bien, elle est assurée par une hormone appelée PGF2-alpha, c'est l'abréviation du terme prostaglandine F2-alpha. C'est la prostaglandine F2-alpha sécrétée par l'endomètre utérin, par la cellule endométriale au niveau de l'utérus et qui passe dans le sang, va aller au niveau ovarien jusqu'au corps jaune pour détruire le corps jaune. C'est cette hormone qui détruit le corps jaune, donc c'est l'activité lutéolytique de la prostaglandine F2-alpha. Juste entre parenthèses, l'endomètre, c'est la muqueuse utérine. La muqueuse utérine s'appelle endomètre.
donc qui est composé d'un tissu épithélial vers la cavité utérine, d'accord? Et en dessous, il y a le chorion, c'est le tissu conjonctif. Alors, je ferme cette parenthèse. Alors, cette prostaglandine sécrétée par l'endomètre utérin est stimulée par l'ocytocine. L'ocytocine se fixe sur son récepteur. Le récepteur à l'ocytocine, il est membranaire. Il est situé au niveau de la membrane de la cellule endométriale. L'ocytocine se fixant sur son récepteur va stimuler la production ou la sécrétion de la prostaglandine. Elle-même, la prostaglandine va stimuler l'ocytocine. Et donc, c'est une boucle de régulation qui aboutit finalement à une augmentation, à des pics de grande amplitude de concentration de prostaglandine. Donc, beaucoup de prostaglandine, une grande concentration de prostaglandine qui est à l'origine de la destruction du corps jaune, qui est la lytéolyse. Un autre facteur qui intervient, c'est le stradiol. Le stradiol qui vient de la circulation, eh bien, cet estradiol, il stimule la synthèse de récepteurs endométriaux à l'ocytocine. Stimule la synthèse endométriaux, donc de récepteurs endométriaux à l'ocytocine. D'accord? Eh bien, plus il y a de récepteurs à l'ocytocine et plus l'ocytocine va se fixer sur son récepteur. Et donc, cette voie est activée et donc, ça va stimuler à son tour la libération de prostaglandine F2-alpha. Alors juste ici, j'ai marqué des flèches par des pointillés pour mentionner, c'est-à-dire que le stradiol va pénétrer à l'intérieur de la cellule au niveau du cytoplasme pour trouver son récepteur. En fait, c'est juste un schéma très résumé, à savoir que le stradiol, comme toutes les hormones stéroïdes, au niveau de la cellule, il n'a pas un récepteur membranaire, il a un récepteur intracellulaire et puis nucléaire, d'accord? Et au niveau des cellules, en se fixant sur son récepteur, c'est comme toutes les hormones stéroïdes d'ailleurs, ce récepteur est situé en l'absence de l'estradiol dans le cytoplasme des cellules et est associé à des protéines HSP qu'on appelle HSP. Alors ces protéines HSP, c'est les protéines de choc thermique qui sont une famille de protéines chaperon et en présence donc il est inactif. Et en présence de l'estradiol, les protéines HSP se dissocient de l'estradiol qui entre alors dans le noyau. Alors, cet estradiol va entrer dans le noyau, bon, je n'ai pas donné tout le schéma, dans le noyau, se dimérise et peut agir sur la transcription des gènes. C'est comme ça que ça se fait le mode d'action de l'estradiol. Ici, j'ai juste marqué quelques pointillés, donc juste de façon résumée, c'est-à-dire que l'estradiol va se fixer sur son récepteur et va stimuler va stimuler la synthèse de récepteurs hormonaux à l'ocytocine et donc par là même stimuler cette voie de stimuler l'ocytocine qui va elle-même stimuler les prostaglandines. Voilà. Alors tout ça va amplifier donc la sécrétion de prostaglandine. Donc c'est-à-dire que l'estradiol amplifie l'activité de l'ocytocine sur la stimulation c'est-à-dire la stimulation du prostaglandine F2-alpha. Et donc, on aura de plus en plus de prostaglandine F2-alpha qui donc donne la lutéolyse. Alors, maintenant, le transport et la maturation des spermatozoïdes. Donc, d'abord, on va voir ça au niveau des voies génitales mâles. Il y a d'abord la maturation au niveau de l'épididyme, d'accord, de ces spermatozoïdes au niveau de l'épididyme. Et ces spermatozoïdes, ils vont acquérir donc la mobilité. Ils vont devenir très mobiles, donc une mobilité fléchante. Ils acquièrent l'aptitude à se fixer sur la zone pellucide. La zone pellucide, c'est quoi? C'est la zone qui entoure l'ovocyte. Alors, c'est la zone qui entoure l'ovocyte. Donc, il faudrait qu'il s'équipe, il faut qu'il soit équipé pour donc ce pouvoir. Donc, il faut apte à se fixer sur la zone pellucide de l'ovocyte. Pendant cette maturation, ils acquièrent l'aptitude à féconder et assurer un développement normal de l'œuf. Voilà. Alors maintenant, dans les voies génitales femelles, alors ça c'était dans les voies génitales mâles que ça se fait, d'accord?
D'accord? Une fois dans les voies génitales femelles, pardon, alors les spermatozoïdes pénètrent, vous voyez les petits traits ici, ce sont des spermatozoïdes qui vont aller, ils sont mobiles, pardon, ils sont mobiles et ils avancent. Là, je cherche la souris, là. Ils avancent et donc ils vont aller vers la trempe de Fallope. Voilà. Et c'est au niveau, regardez la trempe de Fallope. Si on divise la trempe de Fallope en 3, vous avez un tiers, vous avez un tiers, et vous avez un tiers. Ça, c'est la trempe de Fallope qu'on divise la longueur en 3. Eh bien, c'est au niveau du tiers supérieur, d'accord, que se fait la fécondation. Le spermatozoïde va rencontrer un ovocyte 2, donc c'est au niveau de la métaphase 2. Donc ça, c'est la méiose, la deuxième division de la méiose. D'accord? Et on est au stade ovocyte 2 au niveau de l'ovocyte. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il y a le dépôt des spermatozoïdes, donc le liquide séminal, c'est qui contient les spermatozoïdes, le dépôt des spermatozoïdes. D'abord, il y a l'élimination du liquide séminal, d'accord, au niveau du col. Alors ça, c'est le col utérin, au niveau du col utérin. Non, ça c'est la cavité vaginale et bien sûr plus haut, c'est le col utérin, d'accord? Il y a le dépôt des spermatozoïdes et au niveau du col utérin, le col c'est le cervix, d'accord? Il va y avoir élimination du liquide séminal, donc au niveau du col, donc au niveau de on a la glaire cervicale et le remontée progressive de ces spermatozoïdes, le long du tractus génital féminin et il va y avoir la capacitation de ces spermatozoïdes par les sécrétions utérines et tubaires du tube, donc au niveau de la trempe de Fallope. C'est les sécrétions qui vont permettre la capacitation de ce spermatozoïde. Et donc, on a la fécondation au niveau du tiers supérieur, c'est le tiers externe de la trempe de Fallope. Voilà, ça c'est la fécondation. Donc, il arrive au niveau de l'ovocyte. D'accord, c'est le spermatozoïde, ici c'est l'ovocyte. Mais comme je dis, cette fécondation, qu'est-ce qu'elle nécessite? La capacitation des spermatozoïdes dans l'appareil génital mâle. Et ici, il est déjà capacité par les sécrétions utérines et tubaires. D'accord? Alors, comment cette capacitation se fait dans les voies génitales femelles? Par les modifications structurales et fonctionnelles du spermatozoïde. Elle se déroule essentiellement dans l'utérus et la trempe de Fallope et elle donne de la modification de la membrane plasmique du spermatozoïde. S'il n'est pas capacité, s'il n'y a pas un changement, une variation dans la membrane plasmique du cytoplasme, eh bien, il ne peut pas féconder un ovocyte. Il ne peut pas féconder l'ovocyte. D'accord? Quelles sont les étapes de cette interaction entre les gamètes mâles et femelles? Alors ça, c'est l'ovocyte. Alors, c'est comme une petite sphère là. On a fait une section ici pour montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Et ça, c'est la zone pellucide qui entoure l'ovocyte. Ça, c'est la zone ZP pour zone pellucide. D'accord? Ici, il y a l'espace vitellin. Ça, c'est la membrane ovocytaire. Et juste vers l'intérieur, on a les granules corticaux. Ok? D'accord? Alors, quelles sont les étapes de cette fécondation? D'abord, il y a la première étape, c'est la fixation du spermatozoïde à la zone pellucide. Donc, il se fixe à la zone pellucide. C'est la première étape de fixation du spermatozoïde. Ensuite, la deuxième étape, la réaction acrosomique. Il faut que l'acrosome, ça se trouve au niveau de la tête du spermatozoïde, il faut qu'il fasse une réaction, d'accord? Ça, vous l'avez étudié avec le cours d'embryologie, donc en première année, d'accord? En S1. Voilà, donc je ne reviens pas sur ces phénomènes-là. Il faut que le spermatozoïde subisse la réaction acrosomique, on l'appelle aussi la réaction acrosomiale. D'accord? Une fois le spermatozoïde a réagi, c'est-à-dire il a subi cette réaction acrosomiale ou acrosomique, là, il pénètre la zone pellucide. D'accord?
il est toujours en train de pénétrer la zone pellucide jusqu'à arriver, d'accord, à la membrane plasmique de l'ovocyte. Donc, et c'est là, c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir la fusion des gamètes. D'accord? Et une fois cette étape franchie, il y a par la suite l'activation de l'ovocyte, activation ovocytaire. À cette étape-là, d'accord, il n'y a plus de spermatozoïde qui va pouvoir se fixer sur la zone pellucide. D'accord? Parce que la zone pellucide, elle va être modifiée. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le blocage de la polyspermie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule. C'est un blocage de polyspermie, plusieurs spermatozoïdes qui vont bloquer. Un seul spermatozoïde féconde l'ovule, l'ovocyte. Quelles sont les conséquences de cette activation ovocytaire? C'est ce que je viens de dire, donc je vous dis le texte ici. C'est la pénétration du spermatozoïde, le blocage de la polyspermie et la reprise et l'achèvement de la méiose ovocytaire. La reprise de la méiose ovocytaire. Et la formation du pôle nucléaire femelle haploïde, donc un N chromosome, d'accord? Et ensuite, on a la transformation du spermatozoïde avec la formation du pôle nucléaire mâle, haploïde aussi. Les deux, une fois ils se rencontrent, ils donnent le zygote, c'est l'œuf, qui va s'implanter. Et donc, on va avoir par la suite la gestation, c'est le terme scientifique de la grossesse chez la femme. C'est la gestation.